Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec notre invité Jérôme Koumba et notre éditorialiste Malik Hacher. L'actualité économique à présent de 7 à 14% en République démocratique du Congo. La Banque centrale vient de doubler son taux directeur. Objectif, contenir l'inflation à 2 chiffres que connaît actuellement le pays. Les détails avec Idelette Mirabel-Bissot. En République démocratique du Congo, la Banque centrale vient de faire passer son taux directeur de 7% à 14%. Une mesure considérée comme un effort de l'institution pour contenir l'inflation à 2 chiffres que connaît actuellement le pays. Pour rappel, en décembre 2016, l'institution financière qui misait sur une inflation à 4,2% a finalement vu le chiffre atteindre 11,2%, contraignant ainsi la banque à agir sur son taux directeur. La monnaie nationale, le franc congolais, a perdu de toute sa valeur par rapport aux devises étrangères. Le taux d'échange qui était au moment du lancement de la monnaie nationale le 30 juin 1998 à la parité de $1 pour un franc congolais, c'est ce taux d'échange-là qui se situe aujourd'hui aux alentours de 1300 francs congolais le dollar. Cette inflation à 2 chiffres que connaît la République démocratique du Congo depuis décembre 2016 est aussi expliquée par la chute des cours des matières premières qui a affecté le franc congolais. Des économistes estiment que le nouveau taux directeur de la Banque centrale n'est pas fait pour faciliter les investisseurs congolais. Certains analystes pensent que pour sortir la RDC de cette situation, il faudra aller à la base de l'économie nationale, c'est-à-dire repenser la politique monétaire nationale. Il faut partir de la politique monétaire pour que la politique monétaire nous dicte, nous influence sur les structures que nous devons donner à notre économie et des structures introverties en faveur du développement intérieur, en faveur du développement du marché intérieur, dans ces différents segments de marché de travail, de marché de la monnaie, des marchés des biens et des services, des marchés des capitaux à long terme. Une fois qu'on a bâti une telle économie, alimentée par cette monnaie, sur ces différents compartiments des marchés, à partir de ce moment-là, nous pouvons commencer à envisager comment coupler cette politique monétaire d'une politique budgétaire responsable. Dans un contexte où les exportations minières et pétrolières constituent 95% des sources de revenus du pays, la croissance de 2016 devrait tourner autour de 2,5% contre une prévision initiale de 4,3%. Dans son rapport 2016 intitulé « Perspectives économiques en Afrique », la Banque africaine de développement avait tablé sur un taux de croissance économique de 8% en RDC en 2017. Pour atteindre cet objectif, les autorités misent, entre autres, sur la diversification de l'économie. Alors Malik, pour les téléspectateurs qui ont peut-être du mal à comprendre ce sujet, peut-être déjà nous expliquer quel est le lien entre le taux directeur de la Banque centrale et le taux d'inflation. Il est très important. La Banque centrale, c'est un peu l'organisme qui finance les autres banques, justement, qui vont financer les particuliers et les entreprises. Donc, elle finance en fait l'économie, elle régule l'économie. Et dès qu'elle voit qu'il y a un taux d'inflation qui commence à augmenter, elle est obligée de relever le taux des prêts qu'elle, justement, prête aux autres banques, je dirais, qui vont financer l'économie. Donc, elle est obligée d'avoir cet effet de rattrapage. Ouais. Donc, le rôle de la Banque centrale, c'est d'être un peu la soupape de sécurité et de dire, voilà, on a un taux, par exemple, d'inflation, donc l'inflation qui est juste l'élévation des prix, seulement des prix de base de consommation, et elle a, c'est un peu une vigie, elle supervise un peu tout ça. Donc elle doit faire attention, elle doit réguler l'économie. Dès qu'elle voit que les prix des produits, par exemple, augmentent, elle est obligée de rehausser son taux d'intérêt parce que sinon, elle est perdante si elle prête à un taux d'intérêt qui est moindre. Donc, il y a un peu effet boule de neige parce que les banques qui empruntent, les banques particulières qui vont emprunter à la Banque centrale vont aussi relever leur taux d'intérêt. Et la population, en bout de course, va être très répercutée malheureusement, mais c'est la seule solution. Mais cela est beaucoup plus complexe parce que ça traduit, je veux dire, une économie qui est trop rentière, une économie qui n'a pas réussi à être productive, une économie qui justement est importatrice sur beaucoup de produits de consommation. Et elle n'arrive pas justement, cette économie, à produire d'autres choses que, par exemple, des mines ou exporter des produits miniers. Donc il faut vraiment refonder cette économie-là. Je pense que c'est la seule solution qu'a pour l'instant la RDC de relever ce taux directeur. Compte tenu justement de tous les facteurs que vous avez évoqués, est-ce que vous pensez qu'il faut repenser totalement la politique monétaire comme cela a été suggéré
dans le reportage. Bien évidemment, mais c'est un débat très complexe, c'est un débat d'économistes. Je ne saurais dire quelles sont les solutions adéquates pour permettre à la RDC actuellement de faire face à cette crise. Ce qui est certain, c'est qu'il faut réformer l'économie. Il faut la réformer justement en finançant les outils productifs intéressants et qui puissent permettre à ce pays d'exporter autre chose ce qu'elle fait actuellement. C'est là la principale action à entreprendre. Déjà, la première chose qui guide l'autonomie monétaire, c'est l'exportation en fait. Donc, la diversification de l'économie ou des économies, comme on en parle en Afrique, ne montre pas des produits nouveaux pour qu'il y ait l'exportation. Donc, plus on exporte, mieux on se porte. Alors là, je crois que la RDC n'est pas à ce stade-là aujourd'hui. Donc, les produits manufacturés ne sont pas compétitifs. Exactement. Et le pays, il est plus ou moins, je qualifierais un peu asphyxié. Et puis, c'est une politique de l'État qui a été menée durant tellement d'années que corriger cette trajectoire tout de suite, c'est très difficile. Et il faut prendre des décisions qui sont lourdes parfois sur le plan social. Et je pense que cette décision d'ailleurs de relever le taux directeur est une obligation, certes pour le gouvernement, mais qui aura des conséquences terribles pour le prix justement des produits de base à la consommation. Merci Malik. Dans le reste de l'actualité, le groupe Dangote élargit son horizon après les secousses causées par la récession au Nigeria. L'entreprise vient de lancer en partenariat avec un mastodonte industriel une nouvelle usine d'assemblage de camions pour un investissement total de 100 millions de dollars. Siam Victoria Sedje. Le groupe nigérian Dangote annonce l'ouverture prochaine d'une usine d'assemblage de camions. Cette usine permettra de compenser les pertes engrangées par l'industrie en matière d'importation de camions lourds. Pour cela, 10 000 camions seront produits par an pour un coût estimé à 100 millions de dollars. Ce projet s'inscrit dans un accord de partenariat signé avec la Chine pour lequel Dangote conserve 60% des parts. Ça représente une exposition majeure sur la scène internationale. C'est une entreprise qui est génératrice de richesses, que l'Afrique doit cesser d'importer des produits bruts. Il fallait que l'Afrique pense à s'industrialiser et qui permettrait effectivement à Dangote de se répondre davantage, puisque d'importatrices de camions lourds, elle va maintenant en fabriquer. Donc elle va créer de la richesse, elle va augmenter ses parts de marché et elle va augmenter son bénéfice. On sait que le milliardaire Aliko Dangote a perdu 10 milliards de dollars. Pour l'État nigérien, ce sera un effet de baisse, puisque avec cette entreprise qui va fabriquer des véhicules, des camions sur place, il faut payer des taxes, des impôts. Le projet qui sera opérationnel d'ici 2019 permettra la création de plus de 300 000 emplois directs et indirects. Le groupe a annoncé qu'il compte s'étendre à d'autres pays afin de satisfaire la demande africaine qui se retourne bien trop souvent vers des firmes étrangères. Quand Aliko Dangote, il exporte dans plusieurs pays africains, on sait que c'est pas qu'au Nigeria, il exporte le ciment partout en Afrique, du nord aussi, de l'est à l'ouest, jusqu'en Afrique du Sud. Ça va forcément créer des emplois partout en Afrique. C'est un groupe global aujourd'hui qui est implanté à peu près dans plusieurs pays africains. Donc cette diversification, ça veut dire s'implanter dans plusieurs pays africains, payer des impôts dans plusieurs pays africains, donc développer l'Afrique. Donc ça aura un effet majeur. Aujourd'hui, cette diversification montre effectivement que c'est un groupe qui s'implante, qui se régénère. Cette usine s'ajoute à plusieurs autres du groupe Dangote qui seront opérationnelles sur le continent ces 20 prochaines années. La cimenterie Dangote prévoit en effet de doubler sa capacité de production de ciment à travers l'Afrique, la faisant passer à 40 millions de tonnes par an. Il faut souligner que ce projet précédera un autre plus ambitieux de coût de 17 milliards de dollars qui porte sur l'installation d'usines pétrochimiques et d'engrais à Lagos, ainsi qu'une usine de raffinerie qui, elle, produira 650 000 barils de pétrole par jour. Malik, c'est ça la clé de la réussite du groupe Dangote, ne pas se cantonner à un seul secteur d'activité? Oui, c'est choisir les bons secteurs d'activité. Là, cette usine de camions, je trouve que c'est une très bonne chose. Pourquoi? Quand on va en Afrique, pas partout, mais dans beaucoup de pays africains, on constate la vétusté déjà des transports et des éléments, des moyens de transport, dont le camion. Le camion est très utilisé dans nos pays africains parce qu'il justement permet d'être
je dirais, d'affronter les routes africaines qui sont parfois dégradées, très dégradées. Le camion est très utilisé par les entreprises. Donc cette idée de développer justement cette usine de camions est une très bonne chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas développer les routes et autre chose, mais ça veut dire qu'il a compris que ce moyen était indispensable pour acheminer les biens. Qui dit un bien acheminé en temps et en heure, ou du moins dans un temps respectable, dit un gain d'argent pour les entreprises et pour les consommateurs, bien évidemment. Donc, c'est une bonne chose, c'est une décision qui est stratégique, et connaissant la personne, je ne la connais pas personnellement, mais nous la connaissons à travers ses engagements et dans son entrepreneuriat, ça ne m'étonne guère, parce que c'est un investisseur averti qui connaît très bien la situation des marchés africains. Alors, l'usine d'assemblage en question sera opérationnelle en 2019 et permettra la création de plus de 300 000 emplois. Monsieur Koumba, c'est une excellente nouvelle pour l'économie nigériane. Une idée très intéressante, parce que ça rejoint encore un domaine qui est le nôtre, le fameux développement durable. On croit que c'est toujours l'affaire de l'État ou des entreprises. Mais là, il y a une entreprise qui prend le relais de l'État. Ça met les emplois, parce que le développement durable, c'est quoi? C'est assurer la croissance économique et le progrès social, bien entendu, sans mettre en péril l'équilibre naturel de la planète. Mais voilà, donc je suis d'accord avec vous que c'est une nouvelle formidable. Alors, certains observateurs disent que la réussite de Dangote est essentiellement nigériane et qu'en dehors des frontières du Nigeria, sa méthode ne fonctionne pas finalement si bien que ça. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Malik? Je dirais qu'il y a un point de vue aussi négatif sur cet homme d'affaires, enfin plus qu'homme d'affaires, je dirais plutôt investisseur. Cette chaîne d'assemblage de camions, cela le prouve encore. Il y a des échanges interfrontaliers. Et quand je vous disais qu'on a besoin justement d'avoir des moyens de transport efficaces, ces camions-là, ils ne vont pas forcément rester au Nigeria. Ils vont s'exporter, ils vont traverser les frontières, ils vont permettre au marché économique de la zone de l'Ouest et de l'Afrique centrale d'être attractif durant ces prochaines années. Donc je ne pense pas, je ne partage pas cette idée. En tout cas, si on avait des investisseurs aussi méritants et qui travaillent d'arrache-pied, ça permettrait aussi à l'Afrique d'évoluer encore plus rapidement. Merci Malik. 18 milliards de dollars, c'est notre chiffre du jour et il correspond au déficit que la balance commerciale a enregistré en 2016 au Maroc, ce qui représente une hausse de 19,6%. Malik, quelle lecture faites-vous de cette information ? C'est inquiétant déjà parce que le Maroc est sur le plan économique assez dynamique, mais il y a encore des fondamentaux très fragiles. Le Maroc, dès que ce pays connaît une saison agricole mauvaise, il est très fortement impacté par la balance commerciale parce que l'atout du Maroc, c'est aussi ses exportations alimentaires, agroalimentaires vers l'Europe et vers d'autres pays africains. Donc ça, c'est une des forces. Et justement, une mauvaise saison, une mauvaise appréciation, je dirais, des données climatiques font que ce pays, par exemple, connaît une baisse dans ses exportations. Il y a d'autres facteurs. Il y a aussi le phosphate qui a eu du mal à être exporté cette année. Donc il y a plusieurs éléments qui expliquent cette balance commerciale. Est-ce le signe finalement que la production locale ne suffit plus? Certainement. Je pense qu'il y a un autre stade, il faut accélérer les choses, notamment en termes de production agricole. Il faut trouver aussi d'autres marchés, parce que le Maroc s'est souvent focalisé sur le marché européen, le marché africain est aussi intéressant. On voit l'offensive du Maroc, tant sur le plan diplomatique que sur le plan économique, d'investir les marchés africains, mais c'est souvent via des organismes bancaires, des organismes financiers, alors que par exemple, le secteur agricole devrait être l'un des, je dirais, des moteurs justement de l'offensive marocaine en Afrique. Et les phosphates aussi. Pourquoi nous, Africains, nous importons du phosphate ailleurs qu'au Maroc? Ça existe. Il y a certaines situations où cela existe. Et nous payons chèrement ce phosphate à l'étranger, alors que le Maroc est un grand producteur de phosphate. Même le premier. C'est le premier pays exportateur de phosphate. Donc je partage l'avis de Malik. Ce phosphate, on ne le voit pas en Afrique, on le voit beaucoup plus à l'étranger. Parce que j'ai travaillé aussi pour les phosphates au Maroc, dans une petite ville qui s'appelle Safi. Voilà, au bord de la mer, mais ça part plus à l'étranger qu'en Afrique. Voilà.
Merci Monsieur Koumba. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier de ce mercredi sera consacré au secteur des télécoms en République du Congo. À qui profite le boom enregistré ces dernières années? Eh bien, nous en parlerons. Monsieur Jérôme Koumba, merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes expert en environnement et également enseignant à l'Université de Paris-Est. Merci à vous. Malik, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Graziella. Un plaisir de vous avoir retrouvés. Bonsoir à tous ceux qui nous ont regardés. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.